Bonjour! L'objectif de cette vidéo, c'est de t'aider à réviser l'épreuve de physique-chimie du brevet. J'ai pris le temps d'analyser de nombreux sujets, puis je t'ai sélectionné les questions qui tombent le plus souvent, et qui sont donc à bien maîtriser. À chaque fois, tu retrouveras une petite fiche de révision avec la correction détaillée et commentée. N'hésite pas à utiliser les chapitres pour naviguer dans la vidéo, et le fichier PDF à télécharger avec les différents extraits de sujets. C'est parti! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser la notion d'atome et sa constitution. On va parler de protons, de neutrons et d'électrons. Pour faire ça, je te propose de corriger cet extrait de sujet de brevet en te rappelant bien les points importants du cours à retenir. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause à tout moment pour essayer d'abord de le faire seul avant de regarder la correction. On s'intéresse ici à un élément de numéro atomique 3. Pour le repérer, tu as évidemment à ta disposition dans le sujet un extrait du fameux tableau périodique des éléments qui n'est pas à connaître par cœur, ni au collège, ni au lycée d'ailleurs. Il faut par contre que tu te souviennes que le numéro atomique d'un élément correspond au nombre de protons dans le noyau d'un atome, et aussi que c'est justement ce qui est utilisé dans la classification périodique pour les classer par ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, comme tu peux le voir ici. D'ailleurs, cette première phrase pouvait t'aider à t'en souvenir. L'oxygène, Z égale 8, Z c'est le nombre de protons, se trouve ici, c'est le huitième élément. Du coup, on peut répondre facilement à la première question. L'élément métallique utilisé pour les batteries, qui a pour numéro atomique 3, c'est le lithium. Et j'indique bien, comme c'est demandé, son symbole, Li, L majuscule et I minuscule. J'en profite pour te faire une petite remarque. Le symbole d'un atome est toujours constitué d'une lettre majuscule, qui est parfois accompagnée d'une lettre minuscule. C'est ce qui est écrit dans le tableau périodique. La deuxième question qui va nous permettre de réviser une autre notion très importante à retenir, de quoi est constitué un atome. Un atome, c'est constitué d'un noyau dans lequel se trouvent ses nucléons, les protons et les neutrons. Autour, il y a des électrons en mouvement. Je te rappelle également qu'un atome est toujours électriquement neutre. Ça veut dire qu'il est toujours constitué d'autant de protons, qui sont chargés positivement, que d'électrons chargés négativement. On peut dire que les charges se compensent. Il y a autant de plus que de moins. Avec ces rappels, on va maintenant pouvoir facilement répondre. Parmi les propositions ci-dessous, il faut choisir le modèle qui correspond à la répartition des charges dans l'atome de numéro atomique Z égale 3, en justifiant bien notre choix. On analyse donc attentivement les trois modèles. Le modèle qui correspond à la répartition des charges dans l'atome de lithium, c'est le numéro 3, puisque les protons se trouvent bien dans le noyau, les électrons autour, et il y en a bien autant de chaque. Le modèle numéro 2 est faux, puisque les protons doivent se trouver dans le noyau, ce qui n'est pas le cas ici. Et le modèle numéro 1 est également faux, puisqu'un atome doit toujours être constitué d'autant de protons que d'électrons. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser la composition simplifiée et la modélisation de l'air. Des notions à maîtriser au collège, et je vais te proposer une petite fiche de révision avec les points importants du cours à retenir, puis on corrigera ensemble ces deux questions extraites d'un sujet de brevet. C'est parti! Il faut que tu saches que l'air que tu respires est un mélange de plusieurs gaz. Ses deux principaux constituants sont le diazote, environ 80% du volume total, et le dioxygène, environ 20%. Le dioxygène, tu sais que c'est un gaz dont on a besoin, il est vital pour notre organisme. Dans la première question de ce sujet, on te demandait justement tout simplement de donner le nom des deux constituants majoritaires de l'air. Il fallait donc se souvenir de ce point de cours et citer le dioxygène et le diazote. Ensuite, pour la deuxième question, on attend de toi que tu reconnaisses la modélisation des différents états de la matière, solide, liquide et gazeux. À l'état solide, les molécules sont en contact, quasiment immobiles et bien organisées. On dit que l'état solide est compact et ordonné. À l'état liquide, les molécules sont également en contact, mais elles sont plus mobiles. Sur la modélisation, elles sont en quelque sorte mal rangées. On dit que l'état liquide est un état compact et désordonné. À l'état gazeux, les molécules sont éloignées, encore plus mobiles et positionnées de manière aléatoire. L'état gazeux est dispersé et désordonné. Avec ce rappel, on identifie du coup facilement ici la modélisation de molécules à l'état solide, ici et ici à l'état gazeux,
et ici à l'état liquide. On n'oublie pas, nous, qu'on cherche à identifier la modélisation de l'air, donc d'un mélange de plusieurs gaz. Autrement dit, avec des atomes différents. Du coup, on peut écrire que seule la représentation 2 correspond, puisqu'elle modélise bien de la matière à l'état gazeux, les molécules sont dispersées et désordonnées, et un mélange de plusieurs molécules différentes. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser la notion de solution acide, basique et neutre à l'aide de la mesure du pH. Je vais te rappeler les points importants du cours à retenir en corrigeant ensemble cet extrait d'un sujet de brevet pour bien te montrer ce que tu dois savoir faire. Prends le soin de mettre la vidéo en pause pour essayer de le faire seul avant de regarder la suite. Il est précisé que le pH d'une eau est de 7,8 et on demande si elle est acide ou basique. Une question simple qui a pour objectif de vérifier tes connaissances sur les solutions acides et basiques. Je te rappelle que le pH est une grandeur qu'on mesure justement pour déterminer si une solution est acide, basique ou neutre. Sa valeur est comprise entre 0 et 14. On parle de solution neutre pour un pH égal à 7, qui est donc ni acide ni basique. Si le pH est inférieur à 7, alors la solution est acide. Si le pH est supérieur à 7, on dit que la solution est basique. Pour être un peu plus complet, plus le pH est proche de 0, plus la solution est acide. Et plus le pH est proche de 14, plus la solution est basique. Une fois ces rappels en tête, il est facile de rédiger une réponse justifiée. L'eau de l'aquarium est légèrement basique, puisque son pH est supérieur à 7. Il est égal à 7,8. Il fallait ensuite utiliser un tableau de valeurs pour indiquer quelles espèces de poissons pourraient vivre dans cet aquarium. Parmi les espèces citées dans le tableau, on prend le temps de bien regarder et on remarque que seules les espèces molly et platis pourraient vivre dans cet aquarium, car le pH de son eau, 7,8, est compris dans l'intervalle des valeurs de pH recommandées pour ces espèces. Calculer une masse volumique, c'est ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo. C'est un savoir-faire important en physique-chimie qu'on étudie dès le collège, puis qui est approfondi au lycée. Je te propose de corriger ensemble pas à pas cet extrait d'un sujet de brevet, en te rappelant les points importants du cours à retenir et en te donnant quelques astuces pour bien maîtriser ce calcul. Je te laisse le soin de mettre la vidéo en pause pour essayer de le faire seul, avant de regarder la suite. On cherche donc ici à calculer la masse volumique d'une eau, d'un liquide. De manière générale, et ça il faut le retenir, la masse volumique d'un échantillon est égale au rapport entre la masse et le volume de cet échantillon. Elle se note avec cette fameuse lettre de l'alphabet grec, ρ, et c'est une grandeur qui a la particularité d'être régulièrement exprimée dans des unités différentes. Par exemple, si la masse de l'échantillon est mesurée en grammes et le volume en litres, on obtiendra du coup tout simplement une masse volumique en grammes par litre. Cette unité, grammes par litre, ça signifie des grammes divisés par des litres, ce qui correspond bien aux unités utilisées dans le calcul. Finalement, ce que tu dois retenir, c'est que les unités doivent être homogènes, de chaque côté du signe égal. Prenons l'exemple de l'exercice où les unités sont différentes pour bien t'expliquer ce que ça signifie. On va donc, pour calculer la masse volumique de l'eau, tout simplement utiliser cette relation ρ égale m sur v, qui est bien à connaître. Pour faire ce calcul, les informations utiles à extraire de l'énoncé, c'est donc la masse et le volume d'un échantillon d'eau. Je vois ici que la masse est exprimée en grammes et le volume en millilitres. Et bien dans ce cas-là, si on reprend la notion d'homogénéité des unités, tu comprends que le résultat du calcul de la masse volumique s'exprimera en grammes par millilitre. Il ne reste plus qu'à effectuer le calcul avec une calculatrice et d'exprimer le résultat avec son unité. J'ai pris soin ici d'arrondir au centième, deuxième chiffre après la virgule, comme c'est d'ailleurs la précision utilisée pour les autres données de masse volumique de l'énoncé. Petite astuce, comme je viens de te l'expliquer, de manière générale, aide-toi des unités utilisées dans ton calcul pour retrouver l'unité du résultat. D'ailleurs, si ça t'aide, tu peux noter les unités dans ton calcul, comme je l'ai fait ici. On termine la rédaction par une phrase de conclusion pour répondre au problème posé. La masse volumique de l'eau à la surface de l'océan Atlantique Nord est de 1,02 g par millilitre.
Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser les deux méthodes qui permettent de mesurer le pH d'un liquide. On va pour ça corriger ensemble cet extrait d'un sujet de brevet pour bien te rappeler comment rédiger un protocole expérimental et les critères de réussite d'un schéma. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre pause pour essayer de le faire seul. On demandait simplement ici de proposer un protocole expérimental permettant d'estimer la valeur du pH de l'eau d'un aquarium. Je te rappelle donc, et d'ailleurs le sujet te le suggérait, qu'un protocole expérimental indique les différentes étapes de manipulation pour réaliser une expérience. Tu as dû voir au collège qu'il existait deux méthodes pour mesurer le pH d'une solution, et en fonction du résultat obtenu, déterminer si la solution est acide, basique ou neutre. Commençons par la plus précise et la plus rapide à mettre en œuvre, à condition de posséder cet appareil de mesure. Le protocole expérimental pour estimer la valeur du pH à l'aide d'un pH-mètre consiste d'abord à prélever de la solution à tester dans un bécher, puis d'introduire le pH-mètre dans le bécher, et enfin de lire la valeur du pH sur le pH-mètre, tout simplement. Prends bien soin lorsque tu rédiges ton protocole expérimental de le faire par étapes et de nommer le matériel utilisé. Pour le compléter, on va ici réaliser un schéma de cette expérience. J'en profite du coup pour te rappeler trois critères de réussite de tes schémas, qui seront évalués. Utilise bien un crayon à papier, une règle, et pense à ta légende, inscrite au bout des flèches. Et voilà pour cette première méthode. On pouvait également utiliser du papier pH. C'est un papier qui a la particularité de se colorer différemment en fonction de la valeur du pH qu'on y dépose. Cette méthode est moins coûteuse, mais moins précise. Elle permet simplement de donner une estimation du pH de la solution testée. Pour ça, on dépose un morceau de papier pH dans une coupelle, puis on prélève de la solution à tester à l'aide d'une pipette et on dépose une goutte sur le papier pH. On compare ensuite la couleur prise par le papier pH avec l'échelle contenue sur la boîte pour déterminer le pH de la solution, en respectant évidemment là aussi les critères de réussite pour le schéma. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre en 2 minutes comment faire la différence entre la formule chimique d'une molécule et d'un atome. C'est quelque chose que tu dois bien savoir faire dès la classe de 4e et qui peut être demandé au brevet. Pour t'expliquer ça, je te propose justement de corriger une question extraite d'un sujet récent. Commençons avec un rappel de ton cours à retenir. C'est quoi une molécule? Une molécule, c'est un assemblage de plusieurs atomes liés entre eux. Sa formule chimique nous renseigne sur sa composition, et il faut que tu saches les lire et les interpréter. Elle va justement nous indiquer que la molécule est constituée de plusieurs atomes et indiquer quels atomes la constituent. Prenons cet exemple le plus courant, H2O, c'est la formule de la molécule d'eau. Retiens bien que les nombres qui sont écrits en indice, c'est-à-dire légèrement en dessous des lettres, indiquent le nombre de fois que la lettre qui précède se répète. Autrement dit, ici, cette formule H2O, elle indique que la molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène, 2 fois le H, et un atome d'oxygène, une fois le O. Lorsque l'atome n'est présent qu'une seule fois dans la molécule, on ne surcharge pas l'écriture et on n'écrit pas le 1 en indice. Maintenant qu'on a rappelé ça, on va pouvoir répondre facilement à cette question. Parmi les formules chimiques ci-dessous, recopiez les noms de celles qui correspondent à des molécules, en justifiant la réponse. J'en profite pour te faire une petite remarque qui pourra t'aider. Le symbole d'un atome est toujours constitué d'une seule lettre majuscule, parfois accompagnée d'une lettre minuscule. Mais il n'y a pas de nombre pour les atomes seuls. Du coup, regarde ici. C'est facile de les reconnaître. On a l'hydrogène, H, l'oxygène, O, et l'azote, N. Et on peut répondre alors à la question en justifiant que d'après leur formule chimique, le diazote, N2, l'eau, H2O, et le dioxygène, O2, sont constitués de plusieurs atomes. Ce sont donc des molécules. L'hydrogène, l'oxygène et l'azote sont des atomes. Dans cet exercice, on nous demande de déterminer la bonne équation de réaction de la combustion du méthane. L'équation de la réaction, c'est ça. C'est un bilan dans lequel les molécules sont notées avec leur formule chimique. Au cours d'une transformation chimique, comme une combustion, aucun atome n'est créé ni détruit. On dit qu'il y a conservation des atomes. C'est pour ça que l'équation de réaction doit être équilibrée pour exprimer cette conservation des atomes.
On va donc vérifier ici, pour chacune des trois équations, s'il y a bien le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs, qui sont écrits à gauche de la flèche, et dans les produits, à droite de la flèche. C'est parti pour la première équation. On commence donc par analyser les formules chimiques, et on voit qu'il y a trois éléments différents: carbone, hydrogène et oxygène. Il faut donc compter le nombre d'atomes de chaque côté de la flèche. Du côté des réactifs, on a un atome de carbone, présent dans la molécule de méthane de formule CH4. L'hydrogène est présent 4 fois, ici. N'oublie pas que les nombres qui sont écrits en indice, c'est-à-dire légèrement en dessous, nous indiquent le nombre de fois que l'atome, qui est écrit juste avant, se répète dans la molécule. Donc ici, il y a bien 4 fois l'atome d'hydrogène dans la molécule CH4. Et l'oxygène est présent 2 fois dans la molécule de dioxygène, mais attention, il y a un nombre stoichiométrique devant la molécule qui indique que la molécule est présente 2 fois. Donc, on va avoir 2 fois 2 oxygènes. 2 fois 2 égale 4, 4 atomes d'oxygène sont présents dans les réactifs. On a fini pour les réactifs, je vais maintenant faire la même chose du côté des produits à droite de la flèche. Un atome de carbone. La molécule de dihydrogène, de formule H2, est présente 2 fois. Il y a donc 2 fois 2 hydrogènes, soit 4 atomes d'hydrogène. Et l'oxygène est présent 2 fois. Maintenant qu'on a fini de compter les atomes présents dans les réactifs et dans les produits, il ne reste plus qu'à comparer et se rendre compte que l'équation chimique n'est pas équilibrée. Regarde ici pour l'oxygène, puisqu'il n'y a pas le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. On passe à la deuxième équation. Je peux directement recopier la partie pour les réactifs, car je vois qu'elle ne change pas. Du côté des produits, on a 2 fois la molécule CO2. Comme il y a un atome de carbone par molécule, ça nous fait un total de 2 atomes de carbone. Pour l'hydrogène, il est présent 2 fois dans la molécule d'eau, et l'oxygène est présent ici 2 fois 2, plus une fois ici. 2 fois 2 plus 1 égale 5. On peut en conclure que cette équation de réaction n'est pas équilibrée non plus, puisqu'on n'a pas le même nombre d'atomes dans les réactifs et dans les produits. On termine avec la dernière équation. Du côté des produits, on compte et on a un atome de carbone, ici. L'hydrogène est présent 2 fois dans la molécule d'eau, que je viens ici multiplier par 2, car cette molécule est présente 2 fois. 2 fois 2 égale 4. Et pour l'oxygène, 2 fois ici plus 2 fois 1 là, soit un total de 4 atomes d'oxygène dans les produits. On compare avec les réactifs et on se rend compte que cette équation chimique respecte bien la conservation de la matière, puisqu'on a bien le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. Voici le sujet que tu peux retrouver en intégralité dans la description de cette vidéo. C'est un grand classique qui fait appel à des savoir-faire travaillés dès la classe de 6e et qu'il faut parfaitement maîtriser. Je te propose, avant de corriger, de prendre quelques secondes pour faire un rappel de cours. Quand on étudie le mouvement d'un objet en physique, on cherche deux choses. À décrire la trajectoire, c'est-à-dire le chemin suivi par l'objet, et à décrire aussi l'évolution de sa vitesse. Pour ça, il existe des adjectifs précis qu'il faut connaître. Si la trajectoire est une droite, on dit que le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, on dit que le mouvement est circulaire. Et dans le cas d'une courbe quelconque, on ne distingue pas d'autres trajectoires particulières au collège, on dit que le mouvement est curviligne. Pour décrire l'évolution de la vitesse, on a l'habitude de s'appuyer sur une chronophotographie du mouvement étudié. Si la distance séparant deux positions successives ne varie pas, la vitesse est constante.
on dit que le mouvement est uniforme. Si elle augmente, la vitesse augmente, le mouvement est alors accéléré. Et troisième possibilité, la distance entre deux positions successives diminue, et dans ce cas, évidemment, la vitesse de l'objet étudié diminue, on dit que le mouvement est ralenti, ou on dit parfois qu'il est décéléré. Avec ces rappels, revenons sur le cas de notre nageuse pour utiliser tout ça en pratique et caractériser son mouvement. Première question, on demande de décrire sa trajectoire. La trajectoire de la nageuse est une droite, car la figure décrite par les positions successives est une droite. Deuxième question, on demande de décrire l'évolution de sa vitesse. Il est bien demandé ici de justifier la réponse, donc on fera attention à bien le faire pour répondre complètement à cette question. Pour ça, tu regardes donc bien la chronophotographie, et plus précisément la distance séparant deux positions successives. On peut ici dire que la vitesse de la nageuse augmente au cours du temps, car la distance séparant deux positions successives augmente. Si tu as un doute ou pour faire ça précisément, il faut se servir ici d'une règle et mesurer la distance entre deux positions successives et comparer avec la suivante. La troisième question, et la suite logique des deux premières, on nous demande de qualifier le mouvement de la nageuse et on nous donne plusieurs termes pour nous aider. D'après ce qu'on vient de dire et d'expliquer, on en déduit que la nageuse a un mouvement rectiligne accéléré. Rectiligne car sa trajectoire est une droite, et accéléré car sa vitesse augmente. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à représenter une force sur un schéma et à calculer le poids d'un objet. Ce sont deux savoir-faire à bien maîtriser en physique-chimie dès le collège. Je te propose de commencer par un rappel avec une petite fiche de révision de ton cours, puis on corrigera cette question d'un sujet de brevet pour bien te montrer ce que tu dois savoir faire. En physique, une force modélise une action mécanique, c'est-à-dire tout ce qui est susceptible de modifier le mouvement d'un objet ou de le déformer. Tu dois retenir qu'une force est représentée par un segment fléché, qu'on appelle vecteur, qui a trois caractéristiques. Une direction, c'est ce qu'on appelle aussi la droite d'action, par exemple verticale. Un sens, c'est l'orientation sur cette droite, par exemple vers le haut ou vers le bas. Et une valeur, qui est proportionnelle à la longueur de la flèche, qu'on utilise pour la représenter. On va tout de suite voir comment faire ça dans cet exercice. On s'intéresse ici à un rover, un petit véhicule tout-terrain déposé sur Mars pour une mission d'exploration. Et on te demande de schématiser le rover par un rectangle et de représenter au choix la force modélisant l'une des actions mécaniques à l'aide d'une échelle qui est donnée. Comme tous les objets au voisinage d'une planète, le rover est soumis à son poids sur Mars du coup ici, et le poids est une force que tu dois bien connaître, avec sa direction, son sens et comment calculer sa valeur. Ici, pour modéliser l'action exercée par Mars sur le rover, c'est-à-dire son poids sur Mars, on a du coup besoin de connaître ces trois caractéristiques qu'on vient de rappeler, pour pouvoir la représenter sur le schéma. Donc, il faut calculer la valeur. Pour ça, on va utiliser cette relation qui est à bien connaître. P égale m fois g. P, c'est le poids, la valeur de la force, exprimée en newton. Petit m, c'est la masse du rover, qui est exprimée en kilogrammes, et qui est bien donnée ici dans l'énoncé. Et petit g, c'est l'intensité de pesanteur, qui est également donnée dans l'énoncé. Petite remarque, souviens-toi bien que la masse d'un objet ne dépend pas du lieu où l'on se trouve. Donc la masse du rover est identique sur Terre et sur Mars. Nous ici, c'est bien la valeur du poids sur Mars qu'on cherche. C'est d'ailleurs pour ça que je peux prendre soin d'écrire P indice petit m pour indiquer qu'on calcule le poids du rover sur Mars. Puis je remplace par les valeurs dont j'ai besoin pour faire le calcul que je retrouve dans l'énoncé. Attention à bien prendre l'intensité du champ de pesanteur sur Mars. Je fais toujours bien attention aux unités et je vérifie ici que la masse du rover est bien donnée en kilogrammes. Il n'y a donc pas besoin de faire de conversion. Après calcul, on trouve que le poids du rover sur Mars est de 3906 newtons. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de la force qu'on veut représenter, il n'y a plus qu'à utiliser l'échelle pour déterminer la longueur du segment fléché. Pour ça, je peux utiliser un petit tableau de proportionnalité avec ce qu'on me donne comme échelle dans l'énoncé. 1 cm sur le schéma représente une force de 1000 newtons.
puis soit avec le produit en croix, ou soit en identifiant le facteur de proportionnalité, je retrouve qu'il faut diviser la valeur du poids en newtons pour retrouver la longueur du segment fléché en centimètres, soit ici environ 3,9 cm. J'ai tout ce qu'il me faut, maintenant je peux passer au schéma. Je représente le poids par un segment fléché qui a les mêmes caractéristiques que cette force, c'est-à-dire une direction verticale, le sens toujours vers le sol, et la valeur du poids est représentée par un segment fléché de 3,9 cm avec l'échelle donnée. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser les caractéristiques d'une force de gravitation universelle et le calcul de sa valeur. Ce sont des savoir-faire à bien maîtriser dès le collège, et je vais pour ça te rappeler les points importants du cours à retenir et les astuces pour réussir ton calcul. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause à tout moment pour essayer de faire seul cet extrait de sujet de brevet, puis la partie suivante avec le calcul pour t'entraîner. Il faut que tu saches que dans l'univers, deux objets qui ont une masse exercent l'un sur l'autre une action attractive à distance appelée force gravitationnelle. Attractive, ça veut dire que les objets s'attirent. Et à distance, ça signifie que les objets n'ont pas besoin de se toucher pour s'attirer. L'intensité de ces forces augmente lorsque la masse des objets augmente. Et elle diminue lorsque la distance entre les objets augmente. On pourrait dire aussi que si la distance reste la même, plus les objets ont une masse importante, plus ils vont s'attirer. Et si on considère deux objets, plus ils sont proches, plus ils s'attirent. Avec ce petit rappel de cours, on va pouvoir maintenant facilement répondre à la première partie de ce sujet, dans lequel on s'intéresse à la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune. C'est donc bien une action à distance, attractive, c'est donc bien toujours le cas pour des forces gravitationnelles. Comme toutes les forces, son unité est le newton. J'en profite pour te rappeler que joule, c'est une unité d'énergie, kilogramme, une unité de masse, et ampère, une unité d'intensité électrique. Ensuite, la représentation correcte de ces forces, c'est la première, celle-ci. Ces flèches représenteraient les forces répulsives qui se repoussent, ce qui n'est pas le cas. Et celle-ci ne correspond pas non plus à la représentation de forces attractives. On peut passer à la deuxième partie et le calcul de la valeur de la force gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Tu dois donc être capable d'utiliser cette expression, qui te sera bien sûr toujours donnée dans le sujet et qui n'est pas à connaître par cœur. Il faut que tu saches t'en servir pour faire des calculs. On cherche donc ici à calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune. Je recopie donc dans un premier temps l'expression qui est donnée dans l'énoncé pour calculer cette valeur. J'en profite pour te rappeler, même si ici il n'y a pas de conversion d'unité attendue, puisque toutes les grandeurs étaient données dans les unités officielles, que la masse doit s'exprimer en kilogrammes et la distance en mètres pour pouvoir effectuer le calcul. Donc jusqu'ici, pas de difficulté particulière. Ensuite, on va tout simplement chercher dans l'énoncé la valeur de chaque terme. C'est-à-dire grand G, la constante de gravitation universelle, mt c'est la masse de la Terre, ml la masse de la Lune, et petit d c'est tout simplement la distance qui sépare ces deux objets. Ensuite, c'est là qu'il va falloir être vigilant, l'utilisation de la calculatrice pour effectuer ce calcul. C'est un calcul particulièrement complexe à taper sur une calculatrice. Et pour le réussir, il faut bien prendre son temps et être concentré, pour éviter les étourderies lorsqu'on recopie les différentes puissances et nombres avec des virgules. Sans oublier aussi de mettre la valeur de la distance au carré au dénominateur. Je t'encourage vivement à mettre la vidéo en pause, sortir ta calculatrice et vérifier que tu retrouves bien ce résultat. Ici, j'ai pris soin de l'exprimer avec la notation scientifique. On trouve finalement que la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune est de 1,99 fois 10 puissance 20 newtons. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une énergie cinétique. On va revoir ensemble la formule à utiliser et comment faire ce calcul facilement. Pour t'expliquer ça, je te propose de corriger ensemble pas à pas cet extrait d'un sujet de brevet et je t'encourage à mettre la vidéo en pause pour chercher seul avant de regarder la suite. On commence par un rappel de ton cours, à retenir. L'énergie cinétique, c'est une forme d'énergie que possède un objet qui se déplace à une certaine vitesse. C'est une énergie de mouvement qui peut se calculer à partir de cette formule. EC, l'énergie cinétique, est égale à 1/2 de la masse multiplié par la vitesse au carré. C'est une formule qui t'était rappelée dans l'énoncé de ce sujet
Et comme toutes les formules, il faut bien connaître les unités de chaque grandeur. L'énergie cinétique s'exprime en joules, comme toutes les formes d'énergie. Petit m, la masse de l'objet, exprimée en kilogrammes, et v, la vitesse, en mètres par seconde. Maintenant qu'on a ce rappel en tête, on va pouvoir répondre facilement à cette question. On s'intéresse ici à une voiture qui roule à une certaine vitesse, et on cherche à montrer que son énergie cinétique a une valeur voisine de 100 000 joules. Pour répondre à cette question et calculer l'énergie cinétique de la voiture, on va donc tout simplement utiliser cette relation. Et on va remplacer chaque grandeur, la masse et la vitesse, par sa valeur, en faisant bien attention à ce qu'elle soit exprimée dans les bonnes unités. Je cherche donc dans l'énoncé, et je retrouve que la masse est égale à 1000 kg et la vitesse 14 mètres par seconde. On est donc ici dans un cas simple d'application numérique, de calcul, où aucune conversion n'était nécessaire. Attention, quand tu utilises cette formule, à ne pas oublier le carré pour la vitesse. C'est une étourderie que je peux parfois retrouver dans des copies d'élèves. À partir de là, il n'y a plus qu'à sortir sa calculatrice et effectuer le calcul. Petite astuce, tu peux taper sur ta calculatrice le calcul de ces deux manières, en remplaçant 1/2 par 0,5 ou en divisant le produit masse fois vitesse au carré par 2, comme je te le montre ici. Pense bien à exprimer ton résultat avec le symbole de la grandeur calculée, donc ici EC pour l'énergie cinétique, la valeur et le symbole de l'unité, J majuscule pour joule. Et de conclure pour répondre à la question posée. L'énergie cinétique de la voiture a bien une valeur voisine de 100 000 joules. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à calculer une énergie potentielle. On va voir ensemble la formule à utiliser et comment faire ce calcul facilement. Pour t'expliquer tout ça, je te propose de corriger cet extrait d'un sujet de brevet et je te laisse le temps de mettre la vidéo en pause pour essayer de le faire seul. C'est parti. Pour commencer, petit rappel de cours. C'est quoi une énergie potentielle? On parle aussi parfois d'énergie potentielle de position ou au lycée, on utilise le terme d'énergie potentielle de pesanteur. Eh bien, un objet qui se trouve à une certaine altitude possède une forme d'énergie appelée énergie potentielle. Tu peux retenir tout simplement que l'énergie potentielle est liée à la position de l'objet. Plus un objet est en altitude, c'est-à-dire à une certaine hauteur par rapport au sol, plus il a une énergie potentielle élevée. Avec ce rappel, on peut maintenant s'attaquer tranquillement à cet exercice. Dans la première question, on demande de donner le nom de l'énergie qu'aurait une voiture si on la hissait à une certaine hauteur. On retrouve ici la notion que je viens de te présenter. L'énergie qu'aurait une voiture si on la hissait à la hauteur h est appelée énergie potentielle. Et on demande dans la deuxième question de cet extrait d'indiquer si le message de la sécurité routière est correct ou pas. Pour ça, on prend le temps de bien relire l'énoncé et de l'analyser. Un message de la sécurité routière affirme qu'une voiture chutant du 4e étage d'un immeuble, soit d'une hauteur de 10 mètres, aurait la même énergie qu'une voiture de 1000 kg roulant à 50 km/h, soit environ 100 000 joules. Du coup, pour vérifier le message, on va calculer l'énergie potentielle qu'aurait la voiture à cette hauteur de 10 mètres et la comparer à cette valeur de 100 000 joules en utilisant cette relation. EP égale M fois G fois H. Cette formule qui permet de calculer l'énergie potentielle n'est pas une formule qui est à connaître au collège. On te la donnera dans les exercices, comme ici, lorsque tu en auras besoin. Il fallait par contre bien te souvenir que l'énergie potentielle, comme toutes les formes d'énergie, s'exprime en joules, c'est son unité. L'unité de la masse était rappelée, c'est kilogramme, et petit h, la hauteur, en mètres. G, c'est l'intensité de pesanteur. Sa valeur et son unité étaient aussi rappelées dans l'énoncé. Tu n'avais donc ici qu'à utiliser cette formule et remplacer chaque grandeur par sa valeur, tout simplement. Petit m, masse de la voiture, 1000 kg, petit g, 9,8 Newton par kilogramme, et petit h, la hauteur à laquelle la voiture se trouvait, 10 mètres. Il n'y a plus qu'à sortir ta calculatrice et effectuer l'application numérique. Pense bien à exprimer ton résultat avec le symbole de la grandeur qu'on vient de calculer, c'est-à-dire EP pour énergie potentielle, la valeur et le symbole de l'unité, J majuscule pour joule. Puis on termine en rédigeant une phrase de conclusion avec ce résultat pour répondre à la question qui était posée. L'énergie potentielle de la voiture à la hauteur de 10 mètres
aurait bien une valeur d'environ 100 000 joules. Le message de la sécurité routière est correct. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser le calcul du poids d'un objet à partir de sa masse. Et tu vas aussi devoir réutiliser la notion de masse volumique. Ce sont des parties du programme de 3e à bien maîtriser pour l'entrée au lycée. On va pour ça corriger pas à pas cet exercice d'un sujet de brevet tombé récemment. Je t'encourage à mettre la vidéo en pause pour chercher seul avant de regarder la suite. Après avoir pris soin d'analyser l'énoncé, on voit qu'ici, on va avoir besoin de calculer le poids de la neige qui se trouve sur l'abribus. Et pour calculer un poids, tu dois retenir de ton cours qu'on peut utiliser cette relation. P égale m fois g. Le poids, c'est une force, donc comme toutes les forces, elle s'exprimera en newton. La masse est exprimée en kilogrammes, et petit g, l'intensité de pesanteur, est ici rappelée dans l'énoncé, avec sa valeur et son unité. Par contre, on ne connaît pas ici la masse de la neige. Elle ne nous est pas donnée, donc on ne va pas pouvoir directement utiliser cette formule, puisqu'on ne connaît que petit g. Il faut donc, à l'aide de l'énoncé, retrouver comment calculer la masse de la neige. Si tu regardes bien, tu vois qu'on nous donne ici la masse volumique, et ça doit t'aider à te souvenir qu'on peut calculer une masse d'un échantillon à partir de sa masse volumique et de son volume. Ces trois grandeurs, elles sont liées entre elles, par cette relation. Rho égale m divisé par v. Comme toujours, je fais bien attention à l'homogénéité des unités. Comme ρ, la masse volumique, est ici donnée dans l'énoncé en kg par mètre cube, on prendra soin d'exprimer la masse en kg et le volume en mètre cube. Nous, ce qu'on cherche, c'est donc petit m. Et pour exprimer petit m, pour avoir m égale quelque chose seul d'un côté du signe égal, on va tout simplement utiliser le produit en croix, ou alors multiplier par v dans chaque membre. De cette manière, on retrouve petit m égale ρ fois v. On peut maintenant passer au calcul. Ρ est donné dans l'énoncé, 40 kg par mètre cube. V, le volume, on nous rappelle dans l'énoncé comment le calculer, puisque la neige qui se trouve sur le toit, que je te représente ici, aura la forme d'un pavé droit. De longueur 3,6 mètres, de largeur 1,6 mètres et de hauteur 50 cm, c'est indiqué ici. Et évidemment, on prendra soin de convertir cette hauteur de centimètres à mètres pour respecter l'homogénéité des unités. C'est indispensable. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout en mètres pour obtenir un volume en mètres cubes. C'est pour ça que dans le calcul, on écrit 0,50 pour la hauteur, puisque 50 cm est égal à 0,50 mètres. Après calcul, on trouve que la masse de neige sur le toit de l'abribus est de 115,2 kg. Et maintenant qu'on a trouvé petit m, pour calculer le poids de la neige, on reprend tout simplement la relation présentée tout à l'heure, P égale m fois g. J'ai maintenant tout ce qu'il faut. On remplace chaque terme, c'est-à-dire chaque lettre, par sa valeur. Et on trouve la valeur du poids de la neige sur l'abribus, sans oublier l'unité. 1152 newtons. On pense à bien conclure par une phrase pour répondre à la question initiale. Cette valeur étant inférieure à 2000 newtons, on en déduit que le toit de l'abribus peut résister à une épaisseur de neige fraîche de 50 cm. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à différencier les circuits électriques avec des dipôles branchés en série et des dipôles branchés en dérivation. Je vais te rappeler les points importants du cours à retenir sur le fonctionnement de ces circuits et les lois de la tension électrique, en corrigeant pas à pas cet extrait d'un sujet de brevet. Je t'encourage d'abord à mettre la vidéo en pause pour essayer de chercher les réponses seul. Il y a donc deux manières d'associer des dipôles dans un circuit, et tu dois être capable de différencier ces deux types de circuits électriques. On parle de circuits en série, ou plus précisément de dipôles branchés en série, lorsqu'ils se suivent les uns à la suite des autres et qu'ils ne forment qu'une seule boucle de courant. C'est exactement ce que tu peux voir illustré dans ce circuit, où les deux lampes sont branchées dans la même boucle, que je te repasse en couleur. L'inconvénient de ce type de branchement, c'est que si cette boucle est coupée, par exemple si l'une des lampes grille, alors la boucle de courant est ouverte, et du coup, le courant ne circule plus dans le circuit.
L'autre lampe ne pourra alors plus fonctionner. Il y a une autre manière d'associer des dipôles, ce qu'on surnomme les circuits en dérivation. Lorsque des dipôles sont cette fois associés dans des boucles de courant différentes, c'est ce qu'on a ici dans le circuit 1, et je t'ai repassé aussi en couleur les deux boucles de courant. Autrement dit, les deux chemins possibles pour le courant électrique. L'avantage de ce type d'association, c'est que deux dipôles branchés en dérivation fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Ce qui veut dire que si une lampe grille, comme dans l'exemple que je te montre ici, la boucle de courant verte est ouverte et le courant n'y circule plus. Mais l'autre boucle, celle où se trouve L1, est elle bien toujours fermée, donc le courant peut toujours circuler. Avec tous ces rappels de cours, on va maintenant pouvoir facilement répondre aux questions, dans lesquelles on demande d'abord de choisir l'un des deux circuits, puis de justifier notre choix avec deux arguments. Donc pour justifier le choix du premier circuit, on peut d'abord dire que lorsque deux dipôles sont branchés en dérivation, le dysfonctionnement de l'un ne nuit pas au fonctionnement de l'autre. Autrement dit, dans le circuit 1, si une lampe grille, l'autre pourra toujours fonctionner. C'est bien ce qu'on attend dans le fonctionnement de deux phares de vélo. Ensuite, dans le cahier des charges, il est indiqué que les phares doivent être alimentés avec une tension électrique de 6 volts. Il faut donc se rappeler des lois de la tension dans ces deux types de circuits. Je te rappelle que dans un circuit en série, la somme des tensions des récepteurs est égale à celle du générateur. C'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Autrement dit ici, comme on a une batterie de 6 volts, on n'utilisera pas le circuit 2, puisque dans ce circuit, cette tension de 6 volts sera partagée entre les deux lampes. Elles seraient donc chacune alimentée avec une tension inférieure à 6 volts. Par contre, la tension aux bornes de dipôle branchées en dérivation est, elle, identique. Donc dans le circuit 1, la tension aux bornes de chaque lampe sera bien égale à celle du générateur du circuit. Autrement dit ici, 6 volts, ce qui respecte bien le cahier des charges. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser la mesure de l'intensité du courant et de la tension dans un circuit électrique. Pour ça, on va corriger ensemble pas à pas un extrait de sujet de brevet pour bien te montrer ce que tu dois savoir faire et en te rappelant les points importants du cours à retenir. Je t'encourage à mettre la vidéo en pause pour chercher seul avant de regarder la suite. On étudie ici le schéma simplifié du circuit électrique d'une lampe frontale utilisée en course à pied et on demande de reproduire ce schéma en y ajoutant les appareils nécessaires à la mesure des valeurs de la tension aux bornes de la lampe et de l'intensité dans le circuit. Pour que tu comprennes facilement comment faire ça, je te rappelle que la tension électrique est une grandeur qui mesure une différence d'état électrique entre deux points du circuit. C'est une grandeur qui s'exprime en volts, c'est son unité de mesure. Elle se mesure avec un appareil qu'on appelle tout simplement un voltmètre, et il est branché du coup aux bornes d'un dipôle, ce qui veut dire en dérivation, relié à deux endroits différents du circuit. L'intensité du courant est une grandeur qui mesure la quantité d'électricité qui circule en un point du circuit. Elle s'exprime en ampères et se mesure avec un ampèremètre branché en série. Avec ces rappels, on peut maintenant passer au schéma. Je commence par recopier le schéma présenté dans l'énoncé. Un schéma se fait bien toujours au crayon à papier et avec une règle. Puis, pour mesurer la valeur de la tension aux bornes de la lampe, on vient du coup schématiser un voltmètre branché en dérivation, c'est-à-dire par-dessus la lampe, pour qu'il compare la différence d'état électrique entre ces deux bornes. Pour être précis, on ajoute sur le schéma les bornes de branchement du voltmètre. Et pour faire ça correctement, il faut d'abord flécher le sens conventionnel du courant, toujours de la borne positive vers la borne négative du générateur du circuit. Donc ici, le générateur, c'est la pile. Ensuite, sur le voltmètre, je te rappelle qu'il y a la bande de mesure qui porte le symbole de l'unité de la grandeur mesurée, c'est-à-dire ici un V majuscule, par laquelle entre le courant, comme je te le montre ici. Et la borne COM, qui elle est du coup toujours reliée du côté moins du générateur du circuit. On passe maintenant à la mesure de l'intensité. Comme on l'a rappelé, pour mesurer la valeur de l'intensité dans le circuit, on utilise un ampèremètre branché en série dans le circuit. C'est-à-dire que j'utilise une gomme pour venir placer l'ampèremètre dans la boucle, avec la lampe et l'interrupteur. La position de l'ampèremètre n'a pas d'importance dans ce circuit en série.
J'indique là aussi les bornes de branchement de l'ampèremètre, A et comme du côté moins de la pile. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une puissance électrique. C'est une notion à maîtriser en classe de troisième, et je te propose de corriger ensemble cet extrait d'un sujet de brevet pour bien te montrer ce que tu dois savoir faire. Je te laisse le soin de mettre pause sur la vidéo pour chercher seul avant de regarder la correction. On y va. On s'intéresse ici à deux lampes, pour lesquelles on a plusieurs caractéristiques, avec des valeurs d'intensité, de tension, ou encore ici de puissance en watts. On nous explique également dans ce sujet ce qu'est le rendement lumineux, et surtout comment le calculer. Il était justement demandé dans cette question de comparer les rendements lumineux des deux lampes. Et le rendement lumineux, ce n'est pas quelque chose que tu connais en troisième, ou que tu as à connaître. C'est pour ça qu'on te l'expliquait dans le sujet. Je profite de l'occasion pour te donner un petit conseil. Dans un exercice ou dans un contrôle, si tu es bloqué, prends le temps de relire les énoncés. Une relecture au calme permet souvent aux élèves de repérer les informations utiles pour répondre aux questions. Ici, d'après l'énoncé, le rendement lumineux R d'une source lumineuse, c'est le rapport entre le flux lumineux émis par cette source et la puissance électrique de la source, donc pour nous de la lampe. J'ai pris soin ici de te noter P, la puissance, en rouge, puisqu'elle fait partie des grandeurs que tu as étudiées, et tu dois te souvenir que pour calculer une puissance électrique, on utilise cette relation, P égale U fois I. Celle-ci, par contre, c'est une relation à connaître, et comme toutes les formules, il faut également se souvenir des unités utilisées. P, c'est la puissance qui s'exprime en watts. U, c'est le symbole de la tension électrique, en volts. Et I, l'intensité du courant, en ampères. Avec tout ça, on peut maintenant passer au calcul des rendements de chaque lampe. Pour la première lampe, je prends le temps là encore de bien regarder l'énoncé, et je vois qu'on nous indique le flux lumineux, 12 lumens, que je remplace pour pouvoir faire le calcul. Et on nous indique aussi la tension à laquelle elle est soumise et l'intensité qui la traverse. Je peux donc facilement, avec ces deux grandeurs, calculer la puissance P en multipliant U par I. 4,5 volts fois 0,30 ampères. Il n'y a plus qu'à sortir une calculatrice pour effectuer le calcul et noter le résultat, que j'ai arrondi ici au dixième. Pour l'unité du résultat, là encore, il fallait simplement céder des informations de l'énoncé. Il est bien précisé ici qu'un rendement lumineux s'exprime en lumens par watt, que je recopie simplement. On peut passer au calcul pour la lampe B, pour laquelle il était indiqué dans l'énoncé une valeur de puissance. Et là encore, attention de lire l'énoncé attentivement pour ne pas faire d'étourderie. Il est indiqué que cette lampe, elle est constituée de deux LED qui ont chacune une puissance de 1 watt. Autrement dit ici, pour déterminer la puissance de la lampe, il faut tout simplement multiplier cette puissance par 2. On utilise ensuite la formule du rendement lumineux en remplaçant le flux lumineux de cette lampe B, 240 lumens, au numérateur et la puissance au dénominateur. Puis d'effectuer le calcul avec une calculatrice. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser la loi d'Ohm pour calculer une tension électrique. On va corriger ensemble un extrait de sujet de brevet en te rappelant bien les points importants du cours à retenir. Je te laisse le soin de mettre la vidéo en pause à tout moment pour chercher seul avant de regarder la correction. Dans cet exercice, on s'intéresse au circuit électrique du détonateur d'un airbag, qu'on demande d'ailleurs de schématiser dans la première question. Pour faire ça, il suffit tout simplement d'extraire les informations utiles de l'énoncé. Il est écrit ici qu'il peut être schématisé simplement par une résistance et un générateur, et qu'un ampèremètre est placé pour mesurer l'intensité du courant. Utilise bien un crayon à papier et une règle pour réaliser ton schéma avec le générateur, et il fallait ici bien te souvenir que le symbole normalisé d'une résistance, c'est tout simplement un rectangle. Ensuite, comment placer l'ampèremètre qui mesure l'intensité? Petit rappel de cours. L'intensité du courant, c'est une grandeur qui mesure la quantité d'électricité qui circule en un point du circuit. Elle s'exprime en ampères et se mesure avec un ampèremètre qui doit être branché en série. Le symbole normalisé de l'ampèremètre est facile à retenir, c'est un A dans un rond. Et il faut le compléter avec ces deux bornes de branchement,
AECOM, en se souvenant bien que le courant entre par la borne de mesure A et sort par la borne COM. Pour rappel, même si ce n'est pas demandé, j'ai pris soin ici de flécher le sens conventionnel du courant, en rouge, toujours de la borne positive vers la borne négative du générateur. On continue avec la deuxième question, pour laquelle on demande de calculer la tension U nécessaire au déclenchement de l'airbag. Calculer une tension, ça veut dire qu'on cherche à obtenir U égale quelque chose. Et c'est là qu'il faut penser à utiliser la loi d'Ohm. C'est cette fameuse relation qui lie U, la tension, en volts, R, la résistance, en ohms, et I, l'intensité, en ampères. Il s'agit ici d'une application simple, puisqu'on nous donne dans l'énoncé les valeurs directement dans les bonnes unités. Il n'y a donc aucune conversion nécessaire. Parfois, on pourra par exemple te donner l'intensité en milliampères, et il faudra alors bien la convertir en ampères avant d'effectuer le calcul. Il n'y a plus qu'à utiliser maintenant une calculatrice et d'exprimer le résultat sans oublier son unité. Pense bien à toujours exprimer ton résultat avec son unité. Puis de conclure par une phrase. La tension nécessaire au déclenchement de l'airbag est de 2,7 volts. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer l'énergie électrique. C'est une notion à maîtriser en classe de 3e et je te propose de corriger ensemble ces deux questions tombées dans un sujet de brevet pour bien te montrer ce que tu dois savoir faire. Je te laisse le soin de mettre pause sur la vidéo pour chercher seul avant de regarder la correction. C'est parti. On s'intéresse ici à une maison pour laquelle on demande de montrer dans la première question que l'énergie électrique consommée par an est environ égale à 2500 kWh, en précisant la relation utilisée. Comme je te l'ai dit en introduction, le calcul de l'énergie électrique fait partie des choses que tu dois savoir faire. Et pour la calculer, on utilise cette relation. E égale P fois T. Il faut bien sûr connaître la signification de chaque lettre et l'unité de chaque grandeur, particulièrement avec cette formule, pour laquelle on utilise parfois des unités différentes des unités officielles du système international. Laisse-toi simplement guider par l'énoncé pour t'aider. On te demande ici de calculer une énergie, en kilowattheure, symbolisée par la lettre E. Donc pour respecter l'homogénéité, il faut bien sûr que la puissance P soit exprimée en kilowatts et la durée, petit t, en heures. En multipliant des kilowatts par des heures, on obtiendra bien des kilowattheures. Maintenant, pour faire le calcul, on prend le temps de bien analyser l'énoncé pour retrouver les valeurs de chaque grandeur dont on a besoin. On cherche donc ici une puissance et une durée. Et il est ici indiqué que pour la maison, la puissance moyenne perdue est de 0,85 kW. Puis ici, il est indiqué que la durée du chauffage pour une année est équivalent à 120 jours de 24 heures. On vient donc ici d'extraire des données de l'énoncé, la puissance et la durée. Il ne reste plus qu'à utiliser une calculatrice pour effectuer l'application numérique, c'est-à-dire le calcul. Puis de bien penser à exprimer le résultat avec l'unité de la grandeur calculée. Ici c'est donc kilowattheure, comme on l'a expliqué juste avant. Je termine avec une phrase de conclusion qui répond à la question posée. L'énergie électrique consommée par an est bien environ égale à 2500 kWh. On passe à la question suivante, dans laquelle il fallait exploiter un document pour vérifier la classe énergétique de la maison, vérifier si elle est bien de classe A, comme l'affirme le constructeur. Dans la première partie, on a déterminé avec le calcul l'énergie électrique consommée par an pour une maison de 100 m². Et ici, si on regarde bien le document et son titre, on peut lire que le classement de la consommation énergétique est présenté en kilowattheures par an et par mètre carré. Il va donc falloir ici diviser cette consommation annuelle de la maison par sa surface, donc par 100 m². C'est-à-dire effectuer le calcul 2500 divisé par 100, si on reprend la valeur arrondie proposée dans l'énoncé. On peut également effectuer le calcul avec 2448 qu'on a calculé précédemment, et on arrivera à la même conclusion. Ce qui permet de retrouver que cette maison a une consommation énergétique de 25 kWh par an et par mètre carré. Ce résultat-là correspond bien à la grandeur représentée dans ce classement. Et il permet de conclure, cette consommation énergétique est bien comprise entre 15 et 50 kWh par an et par mètre carré,
La maison est bien de classe A. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment compléter facilement un diagramme de conversion d'énergie qu'on appelle aussi chaîne énergétique. C'est une représentation qu'on utilise pour illustrer une conversion d'énergie, lors de laquelle une forme d'énergie est convertie en une ou plusieurs autres formes. Pour faire ça, il faut bien avoir en tête les différentes formes d'énergie, que tu peux d'ailleurs retrouver dans cette vidéo, dont je te remets le lien en description. On va prendre cet exemple, extrait d'un sujet de brevet tombé récemment, pour bien te montrer ce que tu dois savoir faire, dans lequel on s'intéressait au cas très classique des panneaux photovoltaïques. Un panneau photovoltaïque, c'est ce qu'on appelle un convertisseur. C'est un objet qui a été fabriqué par l'homme, et son rôle est donc tout simplement de convertir une forme d'énergie en d'autres formes. Dans ce type de diagramme, le convertisseur, on le retrouvera au centre. Puis, sur les flèches, on viendra placer les différentes formes d'énergie. C'est ce qui était d'ailleurs demandé ici. Et pour t'aider, on te donnait une liste de formes d'énergie. Tu dois être capable d'identifier ici, sur la flèche de gauche, l'énergie reçue par le convertisseur. Dans cet exemple, c'est de l'énergie lumineuse qui est stockée dans le soleil et qui est transférée au panneau. C'est cette forme d'énergie-là que le convertisseur convertit. À droite, en sortie, on va noter tout simplement ici l'énergie qui est utile lors de cette conversion, c'est-à-dire l'énergie électrique. Effectivement, tu sais bien que le rôle du panneau, son utilité, c'est de fournir de l'énergie électrique. Et il ne faut pas oublier, comme dans tous les appareils dans lesquels on retrouve un circuit électrique, qu'il s'échauffe lors de son fonctionnement. On dit qu'il y a des pertes sous forme d'énergie thermique, qu'on va retrouver ici. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Cette forme d'énergie, c'est de l'énergie perdue, puisqu'elle n'est pas utilisée lors de cette conversion. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une distance à l'aide d'une mesure réalisée avec un signal sonore. C'est un exemple classique qu'on étudie souvent en physique-chimie, et pour t'expliquer ça, je te propose de corriger cette question extraite d'un sujet de brevet. Je t'encourage à mettre la vidéo en pause pour chercher seul, avant de regarder la correction détaillée. On cherche ici à déterminer la distance entre le sonar et le fond marin, pour en déduire si un plongeur débutant pourra ou non aller jusqu'à cette profondeur. Pour qu'on visualise bien, je te représente ici la distance sur le schéma que j'appelle grand D. C'est donc ce qu'on cherche, à partir des informations de l'énoncé. On fera bien attention ici, puisque pour mesurer cette distance grand D, le signal envoyé par le sonar a fait un aller-retour. Le signal est émis, puis réfléchi et revient vers le sonar. Il parcourt donc, pendant la durée qui nous est donnée, 2 fois cette distance grand D. C'est le piège de ce type d'exercice, et il faut bien garder ça en tête pour les calculs tout à l'heure. Donc, dans notre situation, pour calculer une distance, on va avoir besoin d'utiliser cette relation, l'alliant à la vitesse du signal et à la durée du parcours. C'est l'une des premières formules que tu as rencontrées dans ta scolarité et que tu retrouves d'ailleurs souvent en maths ou en physique. Cette fameuse égalité qui lie V, D et T, V égale D sur T. Nous, ce qu'on cherche, on l'a dit, c'est une distance. Il va donc falloir manipuler cette formule pour isoler D, c'est-à-dire retrouver une formule avec D égale quelque chose, seule d'un côté du signe égal. Et bien pour faire ça, tu as plusieurs manières. Soit tu utilises le produit en croix, ou encore les opérations inverses. Pour avoir D tout seul, on veut ici se débarrasser du divisé par T à droite, donc on fait l'opération inverse dans chaque membre, c'est-à-dire qu'on multiplie par T. On retrouve alors que D égale V fois T. Tu peux directement citer la formule si tu la connais. Et comme toutes les formules, on fera bien attention aux unités avant de se lancer dans le calcul. Elles doivent toujours être homogènes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on voit ici que la vitesse nous est donnée dans l'énoncé en mètres par seconde. Donc, la durée, on l'exprimera bien en secondes et on trouvera un résultat en mètres. Avec tout ça, on peut maintenant calculer la distance parcourue par le signal. La distance parcourue par le signal, c'est bien l'aller-retour, donc 2 fois grand D. J'écris la formule littérale qu'on utilise, c'est-à-dire avec les lettres, D égale V fois T, puis je remplace chaque terme dont on a besoin par sa valeur. V c'est 1500 mètres par seconde, et T c'est 0,040 secondes.
Je vérifie que les unités sont bien homogènes. Je n'ai pas besoin ici de faire de conversion. Si par exemple on nous avait donné une durée en minutes, on aurait dû convertir ici en secondes avant de faire le calcul. On peut maintenant sortir la calculatrice pour effectuer l'application numérique et trouver que la distance totale parcourue par le signal est de 60 mètres. Et du coup, on en déduit que grand D, la profondeur du fond marin, c'est la moitié, donc 30 mètres. Ce résultat nous permet de conclure cet exercice. Un plongeur débutant n'est donc pas autorisé à plonger jusqu'au fond marin, qui est au-delà des 20 mètres maximum autorisés. Voilà pour cet exercice classique, dans lequel il faut donc bien penser lorsqu'on réalise une mesure avec un signal, comme ici avec le signal sonore, mais ça peut aussi parfois être avec un signal lumineux, qu'il parcourt 2 fois la distance mesurée. Bon courage pour tes révisions et à bientôt!